Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire le récapitulatif de la première journée de Ligue 1 et on va commencer par le match entre Le Havre et le PSG. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. On va commencer par le match Le Havre-PSG avec la victoire finale du PSG qui a gagné 4-1. Pour faire un petit résumé du match, le PSG a ouvert très vite le score avec un but de Lee Kang-in à la 3e minute. Puis à la 18e minute, Gonzalo Ramos s'est blessé à la cheville. Puis rien de spécial jusqu'à la mi-temps à part une transversale de Randal Kolo Muani. Puis au retour du vestiaire, Le Havre a marqué avec un but de Cotier Loris suite à un coup franc venant de la gauche. Puis en fin de match, le PSG va mettre 3 buts en 10 minutes. Le premier but va être marqué par Dembélé de la tête. Puis le deuxième va être marqué par Bradley Barcola à la 86e. Puis le dernier va être marqué par Randal Kolo Muani à la 90e sur penalty. Durant le match Le Havre-PSG, on a pu voir des points très positifs pour le PSG comme des points très négatifs. On va commencer par les points négatifs qui sont les coups francs et les coups de pied arrêtés en général qui était déjà un problème la saison dernière. De plus, la blessure de Gonzalo Ramos à la 20e minute qui selon Luis Enrique ne sera pas remplacé par un nouvel arrivant pendant le mercato estival. Luis Enrique a donc prévu de le remplacer par soit Randal Kolo Muani qui est rentré à sa place, soit un Gentiti de la formation, du centre de formation parisien. Les points positifs sont que le milieu de terrain était très solide, notamment Vitinha qui, comme sur sa lancée de la saison dernière, était stratosphérique durant ce match-là. Et la rentrée de João Neves, qui a fait une double passe décisive pour Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, sachant qu'il a été rentré à la 45e minute et qu'il a remplacé Asensio, je crois. Ouais, c'est ça, il a remplacé Asensio. C'est très rassurant, sachant qu'il peut être combiné à Vitinha et qu'il avait été mis sur le banc parce que je crois qu'il venait d'arriver. Et que du coup, Luis Enrique, il voulait d'abord voir si Asensio au milieu de terrain ça passait. Et João Neves, c'est mieux quoi. Après, il y a eu aussi sur les 15 tirs que le PSG ils ont réalisé, 10 tirs étaient cadrés. Et en plus de ça, il y a eu 2 transversales, une de la part de Randal Kolo Muani, comme j'ai dit tout à l'heure en première mi-temps, puis une deuxième de Kang-in Lee. Et voilà. Du coup, faut quand même faire attention à ça parce que contre Dortmund, je crois qu'ils avaient fait 3 montants à l'aller, 3 montants au retour. Du coup, faut faire attention, il faut cadrer au lieu de faire des montants. Puis troisième fait, c'est la profondeur du banc qui commence à s'étoffer de plus en plus. On l'a vu avec João Neves, Dembélé, Barcola et Randal Kolo Muani, mais il va être titulaire vu que Ramos s'est blessé. Mais la profondeur du banc est intéressante et commence à s'étoffer avec les années Qatari, parce qu'on s'en souvient, en 2018-2019, il n'y avait pas trop de profondeur de banc, ils mettaient directement la grosse équipe sur le terrain dès le début. Et puis voilà. Et pour les points positifs et négatifs pour Le Havre, personnellement je trouve qu'ils ont fait un très bon match. Ils ont su tenir tête à Paris. Mais le Paris Saint-Germain, c'est tellement au-dessus qu'à la fin du match, on l'a bien vu, ça a craqué en 10 minutes. Comme j'ai dit, ils ont pris 3 buts. Donc ça montre que Paris était bien au-dessus. Maintenant, on va passer au deuxième match qui a opposé Brest à Marseille. Comme le PSG, Greenwood a marqué très vite à la 3e minute, également comme le PSG. Puis Derek Cornelius a fait une faute dans la surface. Sur cette faute, il prend un jaune. Et Del Castillo, le milieu de terrain brestois, ne concrétise pas et Geronimo Rulli arrête le penalty tiré par Del Castillo. Puis ensuite, Luis Enrique va marquer un but à la 26e minute, suivi du doublé de Mason Greenwood à la 31e minute sur penalty.
Ensuite, il va y avoir une réduction du score de la part de Mady Camara à la 45e plus 6 minutes. Puis au retour du vestiaire, ils vont également marquer très rapidement parce que Luis Enrique va marquer un doublé à la 48e minute. Et Eli Wahi va marquer un but sur le penalty à la 69e minute. Du coup, dans ce match-là, Marseille a très bien concrétisé ses actions. Et ses 3 attaquants ont marqué, notamment avec le doublé de Greenwood et de Luis Enrique, plus le but de Eli Wahi. Et les recrues se sont très bien illustrées. Du coup, avec Greenwood qui a marqué un doublé, Wahi qui a marqué un but sur penalty, Geronimo Rulli qui a arrêté un penalty en début de match aussi. Højbjerg, il a fait un bon match, mais on l'a pas trop vu. Aussi parce qu'il y avait le trio d'attaque qui était excellent, mais il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas fait un excellent match, mais bon, c'était un match bon, on va dire. Ensuite, il y a aussi le nouveau coach de Zerbi qui a directement pris ses marques dans un club phocéen et qui a directement battu Brest, qui a été classé 3e la saison dernière, n'empêche, et qui était très difficile de battre à domicile la saison dernière. Et 3e point positif, c'était qu'ils ont tiré 7 fois au but, et sur les 7 tirs au but, 5 tirs étaient cadrés. Donc ça veut dire que sur 5 tirs cadrés, il y a eu 5 buts. Donc soit les attaquants étaient très performants, soit le gardien de but était totalement absent. Et du coup, les points négatifs, parce qu'il y en a quand même, c'est Moumbagna qui s'est blessé à la 78e, après seulement 5 minutes de jeu, enfin, après seulement 5 minutes après son entrée. Faris Moumbagna souffre donc d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Et il va être opéré dans la semaine, selon un communiqué de l'OM. Et Brest n'a pas fait un très bon match. Si je devais donner des points positifs, il y a la possession qui était à 50-50. Donc ils auraient pu avoir les occasions. Et puis dans les duels, ils en ont gagné 51% contre 49% du coup pour Marseille. Et il y a énormément de points négatifs. À commencer par le nombre d'absents, de blessés, plus la blessure de Bradley Loco. Brest a toujours été dépassé sur les attaques de l'OM. Et lorsqu'elle avait les moyens de revenir, notamment sur le penalty, le penalty a été arrêté par Rulli. Et si on prend les stats, Brest a eu la même possession que Marseille. Ils ont gagné un poil plus de duels que Marseille. Ils ont le même pourcentage de passes réussies que l'OM, mais juste la concrétisation n'était pas là. Ils ont en tout 10 tirs, dont 7 cadrés, contre 7 tirs pour l'OM et 5 cadrés. On va maintenant passer au match qui a opposé Reims à Lille, qui a aussi lieu samedi. Du coup, le match entre Lille et Reims a été un match un peu particulier, parce que le match a commencé à l'heure, puis a pris un peu plus de 30 minutes de retard suite à un choc tête contre tête entre Angel Gomez et Amadou Koné aux alentours de la 10e minute. Suite à ce choc, directement après, le Lillois Angel Gomez est tombé d'un coup sec contre le sol et est resté inconscient pendant de longues minutes malgré l'intervention des secouristes. Puis du coup, il va être soigné et transporté à l'hôpital, et d'ailleurs je crois qu'il va mieux selon un communiqué du LOSC. Et du coup le jeu va reprendre 35 minutes plus tard, et Bafodé va marquer à la 45e minute et 30 minutes de temps additionnel. C'est invraisemblable, il fallait voir le monsieur l'arbitre qui a mis son panneau dessus là avec le chiffre 34. Puis du coup après en fin de match, il y a Jonathan David qui était rentré en jeu à la mi-temps, et il va éteindre carrément Reims, et il va marquer un but à la 93e minute. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais Amadou Koné, suite au choc avec Angel Gomez, va se prendre un carton rouge. C'est plutôt logique. Du coup, les points positifs,
qu'a eu Lille pendant ce match. Ils ont su garder la tête au-dessus de l'eau après la terrible blessure de Gomez. Il y a durant ce match une large domination au niveau de la possession notamment, avec 69% de possession, 22 tirs et 91% de passes réussies. Et sur les points un peu plus négatifs, sur les 22 tirs que je viens de dire juste avant, il y en a seulement 6 qui ont été cadrés et 15 fautes qui ont été commises par les Lillois. Et en plus de ça, il y a quand même la blessure de Angel Gomez qui a marqué les esprits et qui va peut-être hanter les Lillois jusqu'à son retour. Pour Reims, du coup, les points négatifs, c'est du coup le carton rouge de Koné, qui va du coup manquer le prochain match, plus et peut-être d'autres si l'action va en commission. Même s'il est pas grand chose, ça reste quand même très très dangereux. Du coup, 11 contre 10, ils se sont quand même bien battus pour tenir jusqu'à 45e plus 30. Mais bon, le match a été très très compliqué pour eux, avec 2 tirs dont 0 cadré, ce qui est la pire performance du XXe siècle sur le nombre de tirs sur un match. On va du coup maintenant passer au match Monaco-Saint-Etienne, le match de la soirée de samedi soir. Du coup, durant ce match-là, il y a eu 1-0 pour Monaco, avec un but de Minamino à la 28e minute, qui a failli être annulé pour un potentiel hors-jeu, mais qui a été ensuite validé par la vidéo-assistance, la VAR. Et ensuite, dans ce même match, il y a eu 2 autres buts annulés par la VAR. Le premier aussi par Minamino, qui a failli se faire annuler 2 buts dans la même soirée. Du coup, le premier but, c'était la 21e minute qui a été annulé, et le deuxième, c'était la 28e minute, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a été annulé pour un hors-jeu également. Puis le deuxième, c'était le but de Ibrahim Sissoko, qui a été marqué à la 62e et qui a été aussi annulé pour un hors-jeu. Personnellement, j'ai trouvé ce match assez ennuyant, il s'est pas passé grand-chose. Durant tout le match, j'étais en même temps sur mon petit téléphone là, en train de scroller sur Twitter. Du coup, voilà. Du coup, j'ai pas trouvé ça très passionnant, à part les 3 buts qui ont été annulés, dont 2, les 3 buts dont 2 annulés. Donc, les points positifs durant ce match de Monaco, ça a été la possession qui a été d'environ 62% durant tout le match. Un taux d'affluence exceptionnel pour Monaco, j'ai vu les gradins quasiment tout pleins. Je me suis dit, attends, ils jouent bien à Monaco là. Parce que d'habitude, il y a 4 personnes dans le stade. Et après, ils ont créé beaucoup d'occasions, je trouve, malgré le départ de Wissam Ben Yedder à l'Olympiakos. Je crois qu'il est parti. Enfin, il est parti vers là-bas, Turquie ou Grèce. Je sais plus ce qu'il est parti, mais en tout cas, ils se sont créés quand même pas mal d'occasions, je trouve, sans lui. Et après, le négatif pour Monaco, ça a été 17 tirs. Et sur les 17 tirs, il y a seulement 6 tirs cadrés. Donc ça va. Enfin, c'est pas grave, mais ils peuvent faire mieux. Parce que ça fait un taux de 35% de tirs cadrés sur tout le match. Enfin, sur 17 tirs, 35%, ouais, c'est moyen. Ils auraient pu faire mieux. Et après, pour Saint-Etienne, les points positifs, c'est qu'ils ont perdu que 1-0 pour une remontée en Ligue 1. Et c'est franchement pas si mal, sachant que ils se sont créés quand même pas mal d'occasions. Qu'ils avaient... Enfin, je vais pas dire qu'ils avaient la possession, parce qu'ils avaient quand même 38%, mais bon, avec 38%, ils se sont créés quand même pas mal d'occasions. Il y a eu un but refusé, enfin avec un hors-jeu, mais un but refusé et but pas loin quand même. Et en négatif, du coup, il y a quand même les hors-jeux, parce que je crois que la stat, c'est que il y a eu 3 hors-jeux au total. Et ça a été la cause du coup du refus du but de Sissoko. Et aussi, il faut faire gaffe en défense, parce que les hors-jeux, ils jouent trop haut. Et du coup, le fait de jouer trop haut, et les attaquants ils peuvent prendre la profondeur. On l'a vu avec Minamino 2 fois.
Heureusement que la première fois il était hors jeu, la deuxième fois la preuve il était pas hors jeu et du coup ils se sont pris le but et du coup ils perdent un 0 sur ça. Et du coup soit il faut mettre des centraux plus rapides, soit il faut jouer plus bas parce que là ça arrivait 2 fois et il y a but sur le deuxième. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, donc c'est peut-être à changer. On va passer maintenant au match de dimanche. Le premier, c'était Auxerre contre Nice. Du coup, Auxerre a gagné 2-1 avec 2 buts, un à la 44e et un à la 96e. Et donc Nice avait quand même bien commencé le match en ouvrant le score à la 21e minute avec un but de Mohamed Ali Chaud. Mais Nice s'est pris un but juste avant la mi-temps à la 44e minute du coup, de Ravel Osson, puis un deuxième but, et lui il est assassin parce que ça tue leur match nul qui aurait pu leur rapporter un point du coup, et le but il arrive à la 95e et c'est Lasso Koulibaly, un rentrant qui était à Nordjylland je crois. Oui c'est ça, c'est un Nordjylland, et il était rentré 10 minutes avant d'inscrire son but, c'était à la 84e qu'il était rentré. Du coup, Nice, les points négatifs, du coup, enfin, le positif, c'est qu'ils ont bien commencé le match parce qu'ils avaient marqué un but, mais après, ça s'est effondré, du coup, il y a clairement plus de négatifs. Ils ont été assez agressifs vers le but, et à la perte du ballon, ils ont été agressifs aussi. Et ça explique pourquoi ils ont fait 17 fautes durant ce match-là. Et personnellement, j'ai trouvé qu'ils tiraient pas assez au but, avec seulement 9 tirs au total et 2 cadrés seulement. 2 cadrés, ça fait le but plus un autre. Sur 9 tirs, ça fait du 30%, je crois. Même pas, ça fait 23 peut-être. 23%, c'est tendance basse quand même. Et surtout 9 tirs sur tout le match. Sachant que Nice, normalement, il devrait être à 14-15. C'est match assez mauvais. Heureusement que c'est le premier et que c'était que Auxerre et pas Paris ou ou Marseille, sinon ils auraient pris 4 ou 5 buts. Au contraire, Auxerre, ils ont fait un plutôt bon match. Eux, ils sont à 16 tirs, dont 7 tirs cadrés. Et du coup, la comparaison, elle est assez flagrante parce que ils ont 7 tirs de plus, dont 5 cadrés en plus. C'est plutôt flagrant, ouais. Et pour revenir du coup à Nice, il y a eu un peu trop de relâchement en fin de période, notamment, enfin, du coup les 2 périodes, du coup c'était juste avant la mi-temps et à la fin du match. Et du coup ils finissent les 2 périodes en se prenant un but dans chaque période à la 44e et 96e. Et du coup le deuxième c'était une passe en profondeur en profondeur de Koulibaly du coup. Et ça peut s'expliquer par le départ de Todibo qui avait un bon sens de l'anticipation. Puis la création d'occasion est assez faible aussi à cause du départ de Khéphren Thuram. Puis Khéphren Thuram apportait aussi une solidité défensive et était à la base de la transition entre la défense et l'attaque. Et c'était un vrai maître de la relance. Donc ça explique peut-être pourquoi il y a un temps d'adaptation, et le fait que Franck Hez vient à peine de récupérer l'équipe. C'est un cumul de faits qui peut expliquer tout cela. Du coup, on va passer maintenant au match entre Toulouse et Nantes. Ce match avait vraiment été un combat de gardiens qui explique le 0-0 entre les deux équipes. Durant ce match-là, il y a eu une vraie domination du TFC, notamment au niveau des tirs, avec 12 tirs, dont 6 tirs cadrés, contre 10 tirs pour Nantes et seulement 2 tirs cadrés. Il faut rajouter à ça un tir qui a été sur la transversale du but de Guillaume Rest. Alban Lafont, l'ancien gardien toulousain, a fait un excellent match. Et à la fin de ce match-là, il a été désigné homme du match car il a réussi à garder ses cages inviolées, tout comme Guillaume Rest d'ailleurs, mais il a réalisé
pas mal d'arrêts et a allégé ses défenseurs sur les 10 corners qu'a obtenu Toulouse durant ce match-là. Il faudra que le TFC soit plus efficace car Tijdalinga, l'ancien attaquant du TFC, est parti à Bologne pour 15 millions d'euros. On va ensuite passer au match entre Montpellier et Strasbourg qui s'est terminé sur le score de 1 partout avec pour commencer un but de Habib Diarra à la 58e minute, puis l'égalisation de TJ Savanier à la 67e minute sur penalty. Le match a été très haché et assez pauvre en occasion. Et dans la lutte pour le maintien, les deux équipes ont déjà pris un point, ce qui est déjà quand même pas mal. Et c'est un point de plus que les concurrents directs au maintien qui sont notamment Le Havre, Angers ou encore Saint-Étienne. Mais le faible niveau affiché durant ce match-là laisse percevoir quelques lacunes footballistiques. Et ça laisse penser que ça va être compliqué pour Montpellier et Strasbourg. Et Montpellier va quand même se déplacer la semaine prochaine sur la pelouse du Parc des Princes du PSG. Et Strasbourg va recevoir le Stade Rennais qui a mis un sacré soufflon à l'Olympique Lyonnais. Mais ça, on en parle juste après, pas le match juste après, mais celui encore d'après. Du coup, le match d'après, on va parler du match qui a opposé Angers au RC Lens. Du coup, les Lensois ont gagné le match 1-0 avec un but de Wesley Saïd à la 28e minute et à la fin de ce match, il a été désigné homme du match grâce notamment à son but. C'est donc le RC Lens qui est sorti vainqueur de ce match plutôt animé, on peut dire. De quoi mettre en confiance les joueurs du nouveau coach Will Steele. Les Angevins vont donc débuter cette saison avec une défaite pour leur remontée en Ligue 1. Le maintien s'annonce dur pour cette équipe car pour le prochain match, ils se déplaceront sur la pelouse du LOSC alors que Lens va recevoir le Panathinaikos ce jeudi à 21 h pour le barrage aller de la Champions League à Bollaert. Et du coup, on va maintenant passer au dernier match de cette première journée de Ligue 1 entre Rennes et l'Olympique Lyonnais. Et on s'attendait à un match très serré entre ces deux équipes, dont Rennes qui a fait une grosse saison l'année dernière et Lyon qui a fait une fin de saison mais incroyable avec une remontée de la 20e à la 6e place. Avec un but de Lacazette dans les tout derniers instants. Mais le résultat, il reflète pas... il est tout contraire à ce qu'on avait annoncé au début. Car Rennes a gagné 3-0 face à Lyon. Avec un premier but de Benjamin Bourigeaud à la 19e minute suite à des erreurs défensives mais monumentales. Suivi d'un but d'Amine Gouiri qui arrivait dans la foulée à la 21e minute. Puis Mikotadze, le nouvel arrivant, sur le banc lyonnais, enfin pas sur le banc mais dans les effectifs lyonnais, aurait pu réduire l'écart à la 71e minute sur penalty, mais Mandanda, à croire qu'il était encore marseillais, il a repoussé le penalty. Puis en toute fin de match, c'est Henrik Meister qui crucifie l'Olympique Lyonnais à la 91e, seulement 4 minutes après son entrée en jeu. Et je crois que c'était ses premiers matchs, son premier match en professionnel, si je ne me trompe pas, à vérifier. Et du coup, Rennes a su mettre en place le plan de jeu de Julien Stéphan, qui était donc d'aller chercher les joueurs de l'Olympique Lyonnais et de les étouffer d'entrée de jeu. Et on l'a vu d'ailleurs, les Lyonnais, ils ont été incapables de profiter des espaces alors que franchement, il y avait des boulevards à tout va. Mais bon, les espaces ils étaient créés à cause du pressing, bien sûr. Hein,
je vous apprends pas le foot quand même, mais bon, les Lyonnais, ils ont été incapables de rentrer dans ces espaces-là, de concrétiser, d'aller jusqu'au but, de tirer, enfin d'avoir des vraies occasions. Enfin, ils ont quand même eu des occasions, mais bon, pas des grosses jusqu'à marquer. Et du coup, les deux équipes ont eu ces occasions-là. Rennes a su les concrétiser, Lyon a eu du mal pour marquer, etc. etc. Et ils avaient vraiment pas de chance, Lyon. Sachant qu'au niveau des tirs, Lyon n'a cadré que 2 de ces 16 tirs qui se sont procurés au cours de ce match. Alors que Rennes, sur le même exercice, a cadré 8 frappes sur 22. Donc le même nombre de loupés pour 6 frappes de plus. Voilà. La nuance était là et du coup c'est pour ça qu'ils ont marqué autant finalement. Parce qu'ils ont 3 buts sur 8 cadrés alors que Lyon finalement a 0 but pour 2 cadrés. Voilà. Du coup on va passer au classement. Il y a sur le podium en 3e place du coup c'est Rennes. Sur la 2e place c'est le PSG. Et les premiers c'est Marseille. Les 3 équipes ont 3 points. Mais le classement se joue sur la différence de buts. Et entre le PSG et Rennes, ils ont la même différence de buts qui est égale à +3. Et là, ça se joue sur le nombre de buts qu'ils ont marqués. Et du coup, le PSG est devant vu qu'ils ont marqué 4 buts, alors que le Rennes a marqué que 3 buts. Et du coup, à l'inverse, les 16e, c'est Le Havre. Les 17e, c'est l'OL. Ça me fait penser à la saison dernière. Peut-être qu'ils vont de nouveau être européens. J'espère pour eux. Et du coup, les derniers, c'est Brest. Malheureusement pour eux, vu qu'ils vont devoir jouer l'Europe plus la Ligue 1. Et du coup, les 3 équipes ont 0 points. Et Le Havre est devant l'OL parce qu'ils ont marqué un but du coup contre le PSG, alors que l'OL n'a pas marqué contre Rennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. On se revoit bientôt. Portez-vous bien. Salut.